Thank you. Good afternoon. So I would like to thank the board and Diana and everyone for inviting me, but no. J'ai dit que je le ferais en français. Merci tout le monde, Diana et le comité pour votre invitation. Yes! Mais en réalité, c'est moi qui me suis invitée. J'ai croisé Diana en mars dernier à un comité du Registre canadien d'acromégalie et quand elle m'a dit qu'elle faisait sa conférence à Montréal, j'ai dit « Hey, faut qu'on la fasse bilingue, il faut qu'on le fasse en français et en anglais pour qu'on puisse inviter nos patients à venir à ta conférence. » Et elle n'est pas là pour l'entendre, mais je pense qu'elle a travaillé extrêmement fort pour avoir le matériel dans les 2 langues officielles et que je puisse aujourd'hui vous faire cette présentation en français. Alors, tout au long de la journée, j'ai regardé l'écran et vous allez voir que parfois la traduction fait des funny things, mais on verra. Ce matin, la hanche était un hippopotame, alors c'était quand même assez funny. So we're gonna see. If you don't understand me, I can also speak in English, but I am a strong defender of French. Et pour les gens qui sont francophones dans la salle, cette présentation donc sera dans votre langue où c'est plus facile de comprendre. Mes diapositives sont bilingues parce que je faisais plus ou moins confiance à la technologie que j'essaie pour la première fois cet après-midi. Alors, la douleur. Je ne suis pas spécialiste de la douleur, je suis endocrinologue, je travaille dans la ville de Québec. J'ai fait mon fellow en Europe sur la prise en charge médicale des maladies hypophysaires en 2012-2013. Et à Québec, j'ai une position clinique surtout et je fais de l'enseignement. C'est moi qui dirige les réunions multidisciplinaires des tumeurs hypophysaires et c'est moi qui collectionne les patients avec acromégalie, surtout ceux qui sont aggressive et que après la première ligne de traitement, souvent mes collègues sont dépassés parce qu'ils ont 2 ou 3 acromégales et j'en hérite de plusieurs. Mais je suis quand même dans le début de ma carrière, mais ça commence à s'accumuler. Et c'est en discutant avec Diana ce printemps qu'on a décidé de faire... en fait, elle m'a laissé un peu carte blanche sur le sujet de la présentation, puis on discutait ensemble, puis je voulais pas faire quelque chose qui avait été souvent abordé. Et quand on est arrivé sur le sujet de la douleur, elle a dit « Oh yes, let's do that ». Et à ce moment-là, j'avais aucune idée à quel point j'aurais pas grand-chose... Pas beaucoup de données à vous donner, mais je pense que c'est un sujet super intéressant parce que tous mes patients que je vois en clinique sont préoccupés par la douleur à un point ou à un autre. Et je me suis dit, bien, parfait, allons voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. J'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne suis pas médecin spécialiste de la douleur. Je vais vous donner des choses que j'ai découvertes finalement dans ma pratique. La présentation va être vraiment sur un plan standard. On va commencer par un petit sondage pour vous réveiller. La journée achève et le niveau d'attention souvent commence à diminuer dans l'après-midi, surtout avec les beignes. Ensuite, je vais vous parler de 3 histoires douloureuses de patients, mes constats, mes découvertes et les devoirs que je me donne pour les prochains temps. Et on pourra finir, si vous avez des idées, soit immédiatement après la présentation, mais si vous êtes comme moi, probablement ce soir ou demain matin, c'est là que vous allez avoir quelque chose à dire, alors vous viendrez me le dire, ça me fera plaisir. En français ou en anglais. Je parle un petit peu d'espagnol, puis un 5% d'italien, mais ça compte pas tout à fait. Alors, pour le sondage éclair, dans la salle, levez la main ceux qui ont ressenti de la douleur, soit présentement ou dans le dernier 24 heures. Ouais. Maintenant, levez la main si vous vivez avec l'acromégalie. Puis levez les 2 mains
si vous vivez avec de l'acromégalie et que vous avez ressenti de la douleur dans le dernier 24 heures. Yeah. Ah oui, il n'y a pas beaucoup d'acromégalie, de gens vivant avec l'acromégalie qui n'ont pas levé les mains pour la douleur. Au quotidien, qu'est-ce qui vous embête le plus? Une glycémie au réveil à 7,1. Un cholestérol LDL à 3,1. Votre tension diastolique, ça c'est le deuxième chiffre. Ou votre douleur. Vous n'êtes pas obligé de voter. On passe à ma clinique, 3 patients que j'ai choisis. Je vais vous faire un topo rapide de leur évolution. Normalement, quand je présente aux résidents ou aux autres endocrinologues, c'est beaucoup ces deux banderoles-là que je mets. En rouge, les points rouges, vous allez trouver la valeur de l'IGF-1. La bande bleu pâle représente les valeurs de la normale de l'IGF-1. Fait que pour ce monsieur D, travailleur de la construction, diagnostiqué en 98, c'était son dentiste qui avait eu la suspicion initiale. Il avait une tumeur de 9 mm. L'IGF-1 était, si vous voyez, 2,5 fois environ la limite supérieure de la normale. Il a eu une chirurgie l'année suivante, vers 99, puis son IGF-1 s'était normalisé en post-opératoire. Ensuite, il a été perdu au suivi. Quand je l'ai vu en consultation, moi, je revenais de fellow, c'était 2013. Il s'était présenté à l'hôpital, il avait été référé en médecine interne pour un essoufflement anormal. Puis dans le décours des investigations, ils ont découvert que l'IGF-1 était encore presque 2 fois plus haut que la limite supérieure de la normale. Et on l'a commencé l'année suivante sous un traitement médical. Pourquoi? Parce qu'à la résonance, on ne voyait absolument rien. Donc, il n'y avait pas de cible chirurgicale. Il a été donc sous un traitement, je n'entrerai pas tellement dans les détails, qu'on a dû cesser vers 2017 parce qu'il a attrapé une infection pulmonaire atypique, de la même famille que la tuberculose, mais pas exactement le même germe, pour lequel il y a eu un traitement funky de plusieurs antibiotiques pendant des années avant de se débarrasser de sa mycobactérie pulmonaire, et on ne pouvait pas donner le traitement contre son acromégalie durant cette période-là. Puis quand on l'a arrêté, le GF1 montait un petit peu, mais c'était pas si mal. Évidemment, la pandémie est arrivée, il a perdu son médecin de famille, l'accès au rendez-vous était plus difficile. Puis là, son IGF-1 était limite supérieure de la normale. Moi, j'insistais pour qu'on essaie d'autres traitements. Il a réessayé des analogues, puis un petit peu de cabergoline, le médicament oral dont on a parlé plus tôt, mais il ne les tolérait pas très facilement. J'ai eu l'année dernière un petit pic d'IGF-1, mais c'était notre changement. Comme Fabienne ce matin, on a changé de méthode au laboratoire. Puis son dernier IGF-1, finalement, est à côté, c'est à la limite supérieure de la normale. Fait que normalement, je présente ça, puis je parle des différents traitements. Mais là, pour vous, j'ai ajouté aujourd'hui la banderole de la douleur et du traitement antidouleur. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup de questionnaires. Je n'ai pas encore de protocole de recherche établi, mais je suis assez têteuse, en bon français, en clinique. Non, ça a mal traduit, mais c'est pas grave, tant pis pour vous. Je suis méticuleuse dans mes notes et je leur pose toujours les 4 questions des céphalées, de la douleur, où et combien, des sudations et de la fatigue. Et je le cote avec le numéro qui va me sortir, l'intensité du symptôme qui va me sortir, ça, c'est toujours dans mes notes. Et donc, j'ai pu remonter au début dans les vieilles notes préopératoires, ce qui était opéré dans mon centre. Et il n'était pas très souffrant au départ. C'était vraiment la mâchoire, le dentiste qui avait noté des choses. Mais il était déjà sous INS, sous anti-inflammatoire à cette époque-là, en 97-98. Relativement soulagé. Quand je l'ai rencontré, il y avait des douleurs, c'était très variable d'un rendez-vous à l'autre. Parfois, c'était le dos, parfois, c'était les épaules. C'était une douleur qui disait, somme toute, soulagée.
Dans ma note, ça s'arrêtait pas mal là. Puis là, en 2022, il a fait une gastrite aiguë, donc il a saigné dans son estomac et à l'urgence, on lui a dit « Monsieur, il faut arrêter votre anti-inflammatoire ». Et la douleur s'est mise à monter 4 à 6 sur 10. Il a essayé des produits de santé naturels. Les douleurs sont devenues incapacitantes, 7 à 10 sur 10. Il a repris ses INS avec une meilleure protection au niveau de l'estomac. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ratatouille. Ce patient-là, affectueusement, me fait penser au personnage qui dit « J'ai tué un homme avec ce pouce ». Il se décrit comme, toutes les années avant son diagnostic, comme un homme fort, fier. Puis, dans les dernières années, il disait qu'il était un tas d'os, qu'il avait mal partout. Deuxième patient, M. B., informaticien, diagnostic par le neurologue qui l'investiguait pour des céphalées. C'était pas clair si c'était des céphalées de quel type, des migraines. Finalement, évidemment, dans ce temps-là, ils font une imagerie de la tête. Ils ont trouvé une petite tumeur de 12 mm sur le bord du sinus caverneux. Il était hésitant au début de la chirurgie, il avait peur des risques potentiels, puis il ne savait pas. Moi, j'avais du mal à lui promettre, c'est pas mon genre non plus, que la chirurgie allait guérir ses maux de tête, étant donné que l'étiologie de ses maux de tête avait l'air très complexe. On l'a traité avec analogue avant la chirurgie. Finalement, il a été opéré, puis j'ai pas trop de soucis, vous voyez, avec son IGF-1. J'ai commencé de la cabergoline il y a quelques années parce qu'on flirtait avec le haut de la normale. Si j'ajoute les banderoles qui nous intéressent, 5 sur 10 de céphalées quotidiennes au diagnostic. À ce moment-là, il y avait les anti-inflammatoires, il avait essayé différents traitements anti-migraineux. Mieux, avec le traitement par analogue de la somatostatine, mais pas parfait. Puis là, à la chirurgie, je n'étais pas contente parce qu'en même temps, le neurologue a commencé un traitement first class pour les migraines qui étaient des injections. Tant mieux pour lui, ça s'est mis à bien aller, mais ça n'a pas duré. Donc, au début, les maux de tête avaient disparu complètement, puis finalement, ils sont revenus avec le temps, alors que moi, si vous regardez ma courbe d'IGF-1, il ne se passait pas grand-chose. Finalement, son neurologue est parti, il y en a vu un nouveau qui a recommencé ses devoirs, puis c'est un monsieur qui avait des assurances privées, donc on était allé tout de suite au gros canon d'antimigraineux, puis on n'avait pas essayé les choses de base, propanolol, topiramate, qui finalement, avec lesquels le patient est super bien, avec un coût moindre, des effets secondaires moindres que le biologique, puis sur le plan de l'immunosuppression, ça le met moins à risque. Mon dernier patient, M. M, qui est camionneur, diagnostic en 2018 par la médecine interne sur les stigmates. Donc, il a reconnu en lui les stigmates de l'acromégalie. Patient qui se disait complètement asymptomatique et malgré explication qu'il refusait absolument tout traitement. Jusqu'à quelques années plus tard, vers 2020, qui s'est mis à avoir là, des symptômes, être moins confortable. Et on avait commencé des analogues quand finalement il y a eu sa chirurgie qui a été initialement un succès, mais avec les années, il a eu malheureusement une persistance ou une récidive avec l'IGF-1 qui remonte. On a essayé tous les traitements dont on a parlé ce matin. Et j'arrive tout de suite à ces douleurs parce qu'en fait, on se rappelle qu'il se disait complètement asymptomatique, cet homme. Et quand j'ai commencé à le traiter pour faire diminuer son IGF-1, il a développé des brûlures sur tout le corps. J'avais du mal à caractériser sa douleur. Je l'ai envoyé voir une panoplie de ce que je pouvais. Je disais, bien, allez voir votre médecin de famille, qu'est-ce qui se passe? Le médecin de famille a été super, essayé de l'aider. On l'a envoyé en rhumato pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose d'articulaire, inflammatoire en même temps. Ils l'ont libéré parce qu'il n'y avait rien, c'était simplement dégénératif. Il a été refusé en clinique de la douleur parce qu'on n'avait pas tout essayé. Et lui, il était mal, mais mal de chez mal. La médecin de famille a essayé d'autres sortes de médicaments antidouleurs, le prégabalin, le duloxétine. Il était tellement mal, il y a eu 2 ou 3 rendez-vous vers 2022 où il songeait à demander l'aide médicale à mourir. Il était complètement envahi par cette douleur.
Et il a fini par arrêter de lui-même son traitement. Et les douleurs ont complètement disparu. Vous voyez qu'en 2023-2024, j'ai essayé de le convaincre de reprendre des petites doses de quelque chose. Et il a pris 1 ou 2 injections d'analogue de la somatostatine, puis je pense 1 comprimé et demi de cabergoline. Et il était tellement craintif, je pense, des effets secondaires que finalement, je continue le suivi. Je lui explique à chaque rendez-vous que l'IGF-1 continue malheureusement de faire des dommages, l'hormone de croissance trop haute. Mais pour lui, tous les traitements ont été plus d'effets secondaires finalement que de bienfaits. Je ne suis pas en train de dire de ne pas traiter les patients avec acromégalie, mais j'admets que pour celui-là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Dans le creux de son IGF-1, j'aurais pu me demander, est-ce que c'est un déficit en hormones de croissance, au moins relatif? Est-ce que le fait qu'il ait eu pendant des années l'IGF-1 élevé, le fait qu'on le normalise, il n'est pas bien avec ça? Mais finalement, c'est difficile à dire. Bref, encore beaucoup d'inconnus. Mon constat, cet été, quand j'ai commencé ma présentation, puis que j'ai justement ressorti ces dossiers-là pour regarder l'aspect de la douleur, c'est qu'on est très bien formé comme endocrinologue pour diagnostiquer l'acromégalie. Les présentations qu'on a eues aujourd'hui vous le montrent, ça fait partie de la formation classique d'un endocrinologue. On peut proposer des traitements multidisciplinaires. Comme endocrinologue, c'est souvent nous qui menons un peu la discussion parce que c'est nous qui allons suivre les patients au long cours, que ce soit les traitements médicaux, discuter avec le chirurgien, la radiation, comme on a parlé. Pour dépister, traiter les complications, si on s'y met, puis qu'on est rigoureux, on va les rechercher, on va les traiter avec vous, on va vous proposer encore d'autres bonnes pilules ou d'autres changements d'habitude de vie pour essayer de diminuer les risques, les conséquences de ces complications-là. Fait que pour ça, on n'est pas pire. Mais pour ce qui est des symptômes douloureux, particulièrement les symptômes musculo-squelettiques, comme l'arthropathie qu'on va l'appeler, donc la maladie des articulations, les céphalées réfractaires, donc les maux de tête qui s'en vont pas, tout ce qui est les symptômes psychologiques, on en a parlé un peu ce matin, hein, puis les complications osseuses, on n'est franchement pas très performant. Je vais laisser de côté les autres choses que la douleur, mais en douleur, dans le fond, pourquoi on est si mauvais? Faut bien se le dire. Si je regarde dans nos textbooks, dans nos livres classiques, ou dans ce qui est enseigné actuellement dans les premières étapes en endocrinologie, on nous dit, là, et c'est à peu près aussi élaboré que ça, l'arthropathie de l'acromégalie, c'est différent de l'arthrose ordinaire, mais on va l'aborder de la même manière parce qu'on n'a absolument pas d'autres outils référés aux besoins, soit en rhumato, soit en orthopédie quand vient le temps de changer une articulation. C'est à peu près ça, là, c'est à peu près pas plus élaboré. Ici, j'ai ressorti les lignes directrices de l'Endocrine Society de 2014. Ça commence à dater, mais il n'y en a pas encore des plus fraîches aux États-Unis. Dans toutes les guidelines, il y a 2 fois le mot « pain ». Toutes les guidelines. Un court paragraphe sur l'acromégalie qui a à peu près 2 phrases. L'arthropathie, pardon. Donc, on n'en parle pas. Et pour un médecin endocrinologue comme moi, j'ai fait ma médecine interne, puis après, j'ai fait mon endocrinologie. J'ai jamais appris à prescrire, à choisir des antidouleurs. Qui apprend ça? Bien, les médecins de famille, ceux qui ont un intérêt, des anesthésistes qui font de la clinique de la douleur, des physiatres qui dealent avec les gens qui ont de la douleur, un peu les rhumatos, mais moi, j'ai jamais été formée pour soulager la douleur de quelqu'un. Il y a très, très peu de littérature sur la douleur en acromégalie. Donc, on s'y connaît très, très peu. Et comme personne qui a été formée en médecine interne, je vais avoir surtout peur des effets secondaires de cette médication-là. Mettre quelqu'un sous anti-inflammatoire pendant 15 ans, pour quelqu'un qui a été formé en médecine interne, qui a vu toutes les complications, les saignements gastriques, mais aussi toutes les complications rénales que ça peut donner de l'insuffisance rénale, puis que quelqu'un peut se ramasser en hémodialyse à cause de son anti-inflammatoire, ça nous a empêché finalement de bien traiter nos patients souvent. Et il ne faut pas se le cacher aussi, on a l'impression que ce n'est pas nécessairement à nous de gérer ça, mais à qui sinon?
Hein? Quand j'ai dit à mes collègues, mon équipe toute proche, que je présentais sur la douleur en acromégalie aujourd'hui, ils étaient comme « Ah, mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'on n'est pas bon, et qu'on va essayer de faire mieux. » Non, c'est pas pire. Et les autres spécialistes médicaux à qui on pourrait référer, bien, est-ce qu'ils s'y connaissent plus en douleur de l'acromégalie? Pas tellement. Est-ce qu'ils ont le temps, l'énergie, l'intérêt pour développer cette expertise-là? C'est pas facile et c'est très peu accessible, en tout cas au Québec. Faire voir quelqu'un en clinique de la douleur, attachez votre tuque. Fait que, sentiment de solitude ici. Et nous, les médecins, en plus, on n'aime pas être impuissants. Donc, si on ne sait pas comment vous aider par rapport à la douleur, ça se peut qu'on vous en parle à peu près pas. Alors, j'ai commencé à faire mes devoirs. C'est connu que la douleur contribue fortement à la perte de qualité de vie, peu importe le modèle qu'on utilise pour la mesurer. La douleur au quotidien va vraiment, domine vraiment tous les formulaires, tous les questionnaires de perte de qualité de vie chez les patients avec acromégalie. Jusqu'à 9 fois plus fréquente selon l'articulation que chez les patients qui n'ont pas d'acromégalie. Donc, on sait qu'elle va survenir plus tôt que l'arthrose, je dirais, ordinaire. Et elle va arriver de façon plus sévère aussi. Et qu'elle va toucher jusqu'à 70 %, donc 2/3 des patients encore plus que le diabète, même après la rémission. Va toucher plusieurs articulations, doit être polyarticulaire chez presque tous les patients. Donc, ce n'est pas une monodouleur qu'ils ont, c'est des douleurs à plusieurs articulations que vous avez. La douleur est à la fois multiple et unique. Elle varie au cours de la journée, elle peut changer d'une journée à l'autre. Elle n'est pas facile à expliquer à votre docteur, puis elle n'est pas facile à comprendre. Moi, c'est la question que j'haïs le plus. C'est quoi votre douleur ou c'est comment votre douleur? Quand je vais chez le physio, ça fait mal, tu sais. C'est en dedans, puis c'est désagréable, puis ça me donne le goût de brailler puis de crier, tu sais. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe de soins comprend votre douleur? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous êtes game, là, il va attendre que je continue. Si vous êtes game, dites-moi. Est-ce que vous pouvez me donner comme ça, très courtement, juste avec quelques mots, qu'est-ce qui peut aggraver votre douleur? Le stress. Soyez pas timide. La fatigue, oh boy. Puis qu'est-ce qui apaise votre douleur? Un bon bain. A good bath. Oh boy. Swimming. Good. Alors, j'en avais... Oh! Tequila! Je ne l'avais pas noté, celle-là. Alors, dans les facteurs qui sont reconnus dans les études, bien, vous le savez, la fatigue, le stress, l'anxiété, mais la peur aussi, puis le découragement. Quand on a une journée noire, boy, la douleur, c'est difficile de la mettre de côté. Puis ce qui apaise la douleur, à part la tequila, une bonne rigolade, se sentir écouté, entouré, l'espoir, la résilience, ces journées-là, la douleur est un peu moins envahissante. Personne ne m'a parlé de morphine. Je suis allée lire un peu de façon générale sur la douleur pour essayer de mieux comprendre. Et les types de douleurs, selon la durée, alors on est dans des choses assez simples, la douleur aiguë. Hein? La douleur aiguë, l'urgentologue va bien la comprendre. Elle est souvent plus facile à soulager, en tout cas à court terme, puis vous pouvez avoir espoir qu'elle va disparaître complètement. La douleur chronique, par exemple, là, on rentre dans un chapitre vraiment plus complexe, qui est encore en recherche aussi, qu'on ne comprend pas complètement, qui est beaucoup plus difficile à traiter, puis qu'on va possiblement garder
pour longtemps, malheureusement. Et les mécanismes de douleur, ça, j'étais très contente de revoir ça. Alors, on parle de douleur nociceptive quand il y a un dommage au tissu. L'exemple, c'est le marteau sur le pouce. Hein? Tout le monde comprend, vous n'avez pas besoin de faire un dessin à personne. La douleur neurologique, qui est un dommage finalement au nerf. Donc, le nerf qui part de la périphérie du corps puis qui s'en va jusqu'au cerveau, lui, s'il est endommagé, il peut faire de la douleur. Les exemples classiques, c'est les gens qui ont ce qu'on appelle la neuropathie diabétique et qui ont des douleurs aux pieds, même s'il n'y a pas de blessure, ou les gens qui ont des douleurs dans le contexte d'un zona ou les semaines qui suivent. Ça, c'est le cas classique des douleurs neurologiques. Et j'ai découvert le troisième mécanisme de douleur, qui est la douleur nociplastique, pour lequel on ne connaît pas encore beaucoup de choses, mais qui a été proposé en 2016, fait que dans l'univers là, global, c'est quand même assez récent, qu'on le décrit comme un dérèglement de la nociception. La nociception, c'est donc la sensation de la douleur. Et ce qu'on décrit de la douleur nociplastique, c'est que finalement, elle peut se former, se développer, par exemple, à partir d'un autre type de douleur, mais c'est comme s'il va rester une impression de douleur qui est réelle, là. Il n'y a personne qui invente quoi que ce soit, bien sûr. Et on sait maintenant, on nomme cette douleur-là et il y a des stratégies précises à ce type de douleur-là. Ça remplace enfin des termes médicaux qu'on avait qui n'étaient pas très élégants, comme douleur fonctionnelle ou plainte somatique inexpliquée de douleur, qu'on disait, bon, cette personne-là a mal, mais elle n'a pas vraiment de raison médicale. Fait que souvent, malheureusement, ça venait avec énormément de jugement et peu d'efforts de l'équipe traitante pour aider les patients avec ce type de douleur-là. Alors, c'était ma première bonne nouvelle. J'ai trouvé seulement un article d'approche de la douleur en acromégalie par une équipe des Pays-Bas. Et ce qu'ils font dans l'article, c'est qu'ils nous décrivent un peu ce qu'ils font dans leur clinique. Ils ont le luxe d'avoir une clinique multidisciplinaire, endocrinologue, rhumatologiste motivé, mais aussi ergothérapeute, physiothérapeute, éducateur physique, nutritionniste, psychologue, travailleur social, alouette. C'est vraiment une prise en charge extraordinaire. Et ce qu'ils nous disent, bien d'abord, il faut que le clinicien questionne son patient sur la douleur. Hein. Si on veut l'aider à le soulager, bien, il faut bien le questionner, l'évaluer. Il faut essayer de définir médicalement on est dans quel type de douleur. L'examen physique, ce qu'il nous disait, c'est, pour les endos dans la salle, c'est surtout d'exclure une condition inflammatoire. Si notre patient, on pense qu'il y a une polyarthrite rhumatoïde, bien, il ne faut pas la manquer, parce que si on passe à côté d'une maladie douloureuse de l'articulation inflammatoire, à ce moment-là, il y a tout un autre pan de traitement qui peut être offert aux patients, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Il y a tout plein de questionnaires qui existent. Les rayons X, l'imagerie, souvent, seront très, très peu utiles. C'est vraiment de questionner le patient qui va être le plus payant, le plus parlant. Et il nous parle de différentes stratégies thérapeutiques et on va les passer chacune très rapidement. Optimiser le contrôle de l'acromégalie. Bien, comme endocrinologue, c'est notre réflexe. Si le GF1 est encore élevé et que mon patient a des douleurs, l'équation est très simple. Mon patient, j'ai besoin d'optimiser son traitement. Puis si je suis capable, et on croise les doigts pour que ça améliore la douleur, que ça diminue la douleur chez nos patients. On considère la chirurgie, s'il n'y en a pas eu, s'il peut en avoir une autre, etc. On va discuter, est-ce qu'on irait vers la radiothérapie pour que dans 10 ans, il arrête d'avoir mal, etc. L'éducation aux patients, il nous parlait beaucoup des facteurs de risque additionnables là, qui peuvent être ajoutés. Les personnes qui vivent avec un surpoids, pour ce qui est des articulations du bas du corps, c'est sûr que ça va pas aider du tout. Fait que maintenant qu'on a un peu d'aide médicale aussi, donc d'essayer d'intégrer ça dans nos stratégies. La faiblesse musculaire est encore moins bien décrite que la douleur, mais elle peut certainement contribuer à la douleur puis au fait que pour les patients, c'est difficile de se mobiliser et de faire l'exercice comme avant. Les saines habitudes de vie, etc. La thérapie physique, bien, comme médecin, là, de dire à quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique parce qu'il a mal, c'est très facile.
Mais c'est un cercle vicieux. Les gens vont essayer, ils peuvent se blesser, s'ils se ramassent en physio, elle dit nanana, puis là, t'as encore plus mal, puis c'est extrêmement difficile. Et moi, je ne connais pas, en tout cas dans ma région, mais au Québec, je ne suis pas certaine, tu me diras, Vincent, je ne connais pas d'endroit où on peut accompagner les gens qui ont une maladie chronique qui n'est pas du cœur à reprendre progressivement de l'activité physique dans le contexte public. Les gens ont toujours à payer pour aller voir un kinésiologue, un ergo, etc. Et ce n'est vraiment pas toutes les cliniques qui ont ce qu'il faut pour dealer avec des gens qui ne sont pas des athlètes ou qui ne sont pas des gens qui sont déjà des sportifs. Il y en a, mais ça ne sera pas nécessairement écrit « pignon sur rue ». Bienvenue à tous, ici, nous vous aidons à marcher, même si vous ne voulez pas courir de marathon. C'est pas toujours facile et les gens vont... C'est très compréhensible, se décourager s'ils voient un physio une fois, 2 fois, ils payent pour ça, puis ils n'ont pas de résultat. C'est encore plus démotivant après. Les traitements pharmacologiques dans cet article, donc je recule un petit peu, on est dans l'article des Pays-Bas qui, eux, ont une prise en charge globale. Ils sont à peu près les seuls sur la planète, en tout cas, sont les seuls à s'en être vantés, qui vont nous dire que l'anti-inflammatoire, finalement, non stéroïdien, le fameux Advil ou Motrin, ou l'ibuprofène de la marque Maison, c'est le mainstay médical pharmaceutique pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a détérioration, dégénération, finalement, au niveau de l'articulation. Et là, comme eux aussi, ils ont eu la même formation que moi, ils vont dire, bien, pour les périodes les plus courtes possibles, on ne peut pas prendre ça toute la vie, mais c'est très, très, très difficile. Quelqu'un qui est bien soulagé, de lui dire, bien, arrête-le. Mais si possible, il suggère d'essayer de le prendre dans les périodes où la douleur est la plus intense, puis d'essayer après ça de le diminuer tranquillement. On va pouvoir le prendre en gel quand c'est seulement une articulation, puis une articulation qui est superficielle. La hanche, oubliez ça, le gel, là, c'est beaucoup trop profond. À ce moment-là, il faut prendre l'anti-inflammatoire en comprimé. On nous dit dans cet article, ils ont fait des études sur le type de douleur et ils nous disent qu'il y a seulement 25 % des patients qui ont une douleur de type neurologique. Et ces patients-là vont bénéficier de traitements qu'on utilise en neuropathie diabétique, justement, ou post-zona, comme je disais tout à l'heure, des anciens antidépresseurs tricycliques qu'on n'utilisera pas pour la dépression, mais ce n'est pas tellement des bons antidépresseurs, on s'en est rendu compte maintenant, mais c'est des médicaments qui peuvent beaucoup diminuer la douleur. Souvent, c'est que ces médicaments-là vont causer de la somnolence. Donc, il faut être habile de la façon dont on va vous le prescrire pour que vous soyez soulagé, mais que vous ne soyez pas complètement gommé le lendemain matin. Alors, des médicaments comme l'amitriptyline, le duloxétine, le gabapentin et le prégabalin, si vous avez des douleurs qui ne sont pas soulagées par Advil, moi, perso, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bien, ça y est, je vais commencer avec mes patients qui ont l'acromégalie à regarder s'ils ont eu ces molécules-là en première ligne, puis si on ne l'essayerait pas pour voir si on améliorerait leurs conditions. Ce que j'ai trouvé dommage dans cet article, c'est qu'ils n'ont pas prononcé le mot de douleur nociceptive. C'est un article qui est paru l'année dernière. J'ai le goût de leur écrire parce qu'ils ont un super beau setup. Et je serais très curieuse de savoir s'il y a de la nociception aussi qui s'installe chez des patients avec acromégalie qui ont des douleurs pendant tellement longtemps. Est-ce qu'il ne se développe pas parfois une forme de surexcitation des neurones de douleur avec ce signal-là de douleur qui persiste, même si au niveau de l'articulation elle-même, il n'y a peut-être plus de douleur qui se fait par destruction. On nous parle d'infiltration par cortisone. Nous, les endocrinologues, on déteste ça, les infiltrations par cortisone, parce que ça fait plein d'autres soucis. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'articulations qui font mal puis que vous répondez bien, bien, des fois, ça peut grandement, grandement aider la mobilité. Évidemment, bien entendu, quand l'articulation, on est rendu au bout en fin de course, bien, des fois, la seule option, finalement, c'est d'avoir un remplacement de ce genou, de cette hanche, de cette épaule. Mais au Québec, en tout cas, en orthopédie, c'est plusieurs années de souffrance avant et souvent d'immobilité, malheureusement, qui risque d'aggraver encore plus la douleur avant que vous puissiez avoir cette chirurgie-là par un orthopédiste. Il nous parle bien sûr de référence en équipe multidisciplinaire de la douleur. Alors, s'il y a quelqu'un qui en a une, vous nous le direz, on
on va vous envahir. Je suis allée un petit peu plus large. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Parfait, je vais accélérer. Je suis allée un petit peu plus large sur la douleur chronique. Alors, comme je disais tout à l'heure, pas une experte, pas formée là-dedans. Alors, je suis retournée, nous, dans ce qu'on a de basic en médecine. Quand on ne connaît pas un domaine, on va sur UpToDate. Et UpToDate, je suis allée voir pour les douleurs chroniques chez les gens, qu'est-ce qu'ils me suggéraient. Je ne vais pas vous repasser le chapitre, mais ce que j'ai appris de plus que je trouvais intéressant. Et ça rejoint ce qu'on discutait ce matin, les attentes réalistes. Jamais ça m'était passé par la tête de dire à mon patient, vous savez, la douleur de l'acromégalie, ça se peut que vous viviez avec toute votre vie. J'avais jamais dit ça. Moi, je suis une fille optimiste, alors souvent, je finissais en me disant, mais j'espère que la prochaine fois, ça va aller mieux, puis on lâche pas, tu sais, puis comme si j'attendais qu'elle disparaisse des fois. Fait que peut-être que sans le vouloir, j'entretiens une fausse idée que ça se pourrait que la douleur disparaisse. Puis après mes lectures, je me suis dit, boy, peut-être que je pourrais changer ça dans mon discours. Le sommeil. Hey, quand on est fatigué, là, on l'endure-tu pas, cette douleur-là? Fait qu'il nous suggérait dans ce guidelines-là de vraiment aborder le sommeil chez tout le monde qui a une plainte de douleur. Bon, on ne va pas tomber dans les somnifères à n'en plus finir. Il y a plein de méthodes aussi pour favoriser le sommeil. Ça tombe bien, c'est souvent les mêmes que pour soulager la douleur, comme le bain chaud ou la tequila. Et, point super important, l'éducation sur la douleur chronique. Si quelqu'un connaît un éducateur en douleur chronique, encore une fois, je suis jalouse et j'en veux un, expliquer aux patients c'est quoi la douleur chronique. Alors là, je fais ce que je peux, mais ça nous prendrait vraiment un vrai spécialiste éventuellement pour qu'il nous dise ça dans des mots qui sont compréhensibles ça se peut que ça fasse partie de votre vie et ça ne veut pas dire que je banalise puis que je vous dis « OK, bien, arrangez-vous avec votre douleur. » C'est pas ça. Mais ça va faire partie de votre vie. On va essayer de trouver ensemble des stratégies pour que ce soit moins envahissant, moins invalidant, que ça affecte moins votre qualité de vie. Ça serait ça, l'objectif. Et c'est pas parce qu'il y a de la douleur qu'il y a un danger nécessairement. Ça peut, le marteau, enlève ton doigt, mais ça se peut que la douleur, finalement, elle soit pas inquiétante. Est-ce que c'est parce que vous avez une nouvelle douleur qu'il faut absolument passer une résonance, etc.? Peut-être pas. Fait que l'éducation de la douleur qui serait vraiment à prioriser. Et en douleur chronique, les experts, pas moi, mais les experts disent que la thérapie non pharmacologique est plus importante puis plus efficace que la médication. Ça m'a rassurée dans le fait que je suis poche à prescrire des médicaments antidouleurs, mais il faudrait que je sois meilleure pour suggérer des traitements non pharmacologiques. Surtout en douleur nociplastique. Fait que est-ce qu'il y en a de la douleur nociplastique en acromégalie? Je me le demande. Il suggère ici, à gauche, plein d'approches mind-body, psychological, physiological, mind-body approaches. Et le tai chi semble vraiment la palme. Le yoga, c'est compliqué. Le yoga, il y a des modes. Des fois, les gens s'en donnent un peu trop. Le tai chi, il y a quelque chose de respectez-vous, c'est vraiment extraordinaire. Et l'exercice, mais surtout l'exercice qui va être guidé par quelqu'un, pas l'exercice du genre, ben là, achetez-vous des espadrilles puis partez courir. Et ça, c'est pas simple. Alors, j'achève. Je vais donc changer un peu mon discours. La douleur liée à l'acromégalie doit être gérée au long cours. Il y a un travail d'équipe à instaurer entre la personne qui vit avec l'acromégalie, stratégie personnelle de gestion de la douleur, c'est quoi les choses qui font dans mon quotidien que la douleur est plus gérable. Puis entre l'endocrinologue, on doit évaluer est-ce qu'il y a des choses à aller rechercher supplémentaires, commencer à faire de l'éducation de la douleur auprès de mes patients, les référer si jamais il y a une clinique qui existe, et en dernier, la médication.
Donc, je me propose de poursuivre ma formation continue dans ce domaine-là parce que ça m'a vraiment montré à quel point j'avais du chemin à faire. Puis, j'espère continuer à réseauter puis trouver des médecins dans la région qui seraient des alliés pour moi puis pour mes patients. Merci beaucoup. Merci bien. OK, je vais me déplacer ici. Bon, est-ce qu'on a des questions? Do we have any questions for Dr. Domingue? Ou des commentaires ou un partage, gênez-vous pas. Dr. Isaac, you've got the mic. Did you? Go ahead. The other side. Daughter. No, please go. We had a very brief discussion just before your presentation, and components of your presentation are around that theme again of motivation and demotivation because of factors that might be beyond your control. And chronic pain will be one of those. And I happened to be talking earlier to somebody here about Maslow's hierarchy of needs. And it brings to mind that concept as well, where with chronic pain or with pain that you need to manage, you're not going to try to achieve those higher elements that you see in the model of Maslow's hierarchy. And if anybody doesn't know what that hierarchy is, I don't know if I can explain it easily. So at the bottom level, you have basic needs of food and warmth and stuff to keep you alive. And as you move up in a pyramid shape, you get to safety is still a basic need. And beyond that, you get into elements of self-esteem to ultimately having self-actualization where you're really, really pleased with what you can create and what you can do. And if you're managing pain all the time, you can't do that. You're not concerned about that because you're stuck at those lower levels of trying to achieve a need. And part of that is to overcome or at least mitigate pain on a daily basis. So that's my observation, not a question. But it's interesting. And I think the first thing that pops into my mind is that pain is like you're at the safety level. You're not safe. So you cannot go higher. And what I think that I understood is that the education in chronic pain is a way to deconstruct that pain is a safe issue. So you can then, when you are, because it's very difficult to try to deal with it if you are anxious about it or because of it and that you fear that there's something else. Yes, and you're, oh God. Yeah. Yeah. Thank you. Very, very good addition. I just want to say bravo for tackling a very difficult subject. And a lot I'm of quite times, proud. You should be proud. It's interesting that pain is one of the domains in non-specific and disease-specific questionnaires, as you know, that are used as metrics for the degree of control of acromegaly. And I just wanted to sort of go over a couple of sort of very broad ways of trying to distinguish. Some pains are what we call focal, meaning they keep recurring in one part of a body all the time, one of which is what we were talking about earlier with cavernous sinus disease. This is, it presents as what we call trigeminal neuralgia. And those are the kind of patients in whom gamma knife is actually worthwhile to target the headache specifically. Yeah. So that's a focal form of headache. Then there is the other, which is more diffuse, the one you're speaking about, and actually comes back to one of the things that Vincent was talking about earlier. Implicit in most patients with acromegaly is a degree of sleep apnea. One of the
downstream manifestations of sleep apnea is, besides hypertension, obesity, and fatigue, is fibromyalgia. Yep. And you get a significant degree of hypersensitivity. So your aches and pains, whatever their cause is, will get much worse. Yep. If your sleep apnea is not being adequately managed. And it becomes more of a reason why what he told you is very true, that you really have to control the sleep apnea very effectively. Finally, I just want to make a comment that we know that one of the pathways, and I think you alluded to this earlier, the pain pathways in the brain rely on certain neurotransmitters, of which substance P, for pain, happens to be one. And we know we can actually infuse it into subjects, we can reproduce pain, and unfortunately, drug companies try to develop antibodies for that substance to target as a form of pain relief. It didn't work very well because it's very hard to get those antibodies into the brain. However, one mechanism, which is a cheaper way, is short-acting somatostatin. If you give short-acting somatostatin to people who have no acromegaly, but have pain, believe it or not, they get pain relief. Probably because of that mechanism. So I'm just putting it out there, and maybe this is a question for you, is in some patients in whom there is borderline growth hormone and IGF, and you're not quite sure, or even if they're taking long-acting somatostatin, if you give them short-acting in addition, that may be one therapeutic opportunity, which is, I think, is way better, as you pointed out, than putting them on antidepressants. What do you think? It's very interesting. I haven't thought about it when I did the presentation, but I have a patient with very, very aggressive. In fact, he had, unfortunately, metastatic acromegaly. And we switched, the endocrinologist before me, switched the LAR to sub-Q twice or even 6 times a day. Because with octreotide, sub-Q, his pain was better controlled. And he had metastasis all along the spine. So he had pain in almost every part of his body. And even though it was not controlling the IGF-1 at all, IGF-1 was like 10 times the upper limit of normal for about 20 years. And he was so suffering that he eventually went on narcotics to help control, with the control of pain. And he was accepted at the pain clinic, but the sub-Q had made a difference. So I have seen it this time. And for some patient, in other NET, like carcinoid syndrome, that we also treat with the same kind of treatment that we do for acromegaly. We sometimes use long-acting and sub-Q also to have a better control. So I think I would add it in my in the section where we have to better control the acromegaly. I would say sometimes think about sub-Q octreotide. Thank you. And specifically using pain as one other measure because, as you pointed out, endocrinologists are fixated on numbers. And if your numbers on paper don't look like what they have in mind because they're thinking about diabetes, hypertension, pain is a much more intangible to communicate, to measure, to follow, and to act on as a result. And I wish that we get better than looking at everything, including pain, than IGF-1. I know we are looking, but sometimes on se sent très impuissant de savoir comment aider nos patients. Alors, j'espère que ça va s'améliorer. Okay, thank you. Oh, I've got a question over here. So that was fun. So just to add to your list, venlafaxine and mirtazapine, they've been found to be for the antidepressants in terms of helping a little bit for pain. But the interesting part of it is
we inherit some of these patients, but there's a lot of side effects, especially with the tricyclics and, you know, the dry mouth, Yeah. you know, so, Yeah. so they're okay, but I agree with what in the guidelines are pretty good. But I was going to say that a couple of techniques that we use with patients, it's pseudo evidence based, but one of them, obviously cognitive behavioral therapy, as soon as you get the pain, you catastrophize. And as you were saying, the implications of the pain and so on. So we try to, you know, give them positive negatives related to the pain, try to demystify the pain, and then maybe decatastrophize it. That takes a while, as usual. But a quick technique that just to prove the power of the brain Yeah. is it's kind of a bedside thing that you guys can do is you say, okay, we're going to start at your hand. And okay, I'm going to follow the pain. And you're talking about pathways. And you walk them through the pathways to the dorsal and the switch to the side up to the brain. And Yeah. so, and then by the time you get to the brain, the patient has actually forgotten about the pain. It's temporary. Yep. But it's a kind of a technique that you may want to do just on your own, just to prove how distraction techniques can help. I'm not saying eliminate, but can help to get you through it as you follow that pain all the way up to your brain, because your brain has to go to a higher level. There's two levels of processing at the level of the spinal cord and the brain. But if you can convince yourself that by the time you get there, the pain will diminish, it might add some strength. But again, I think distraction might work, but you have to get rid of the anxiety and the fear before. yeah. Thank you very much. Okay, thank you.